Décrivez le réseau ayant fait l'objet d'une politique de réduction de l'ENF. Le réseau de distribution ayant fait l'objet de cette démarche de réduction de l'eau non comptabilisée était constitué d'un réseau d'une longueur de 2200 km hors branchement, ceci étant au nombre de 200 000. 3 usines de potabilisation situées à des altimétries différentes alimentaient chacune un étage de distribution gravitaire qui permettait d'alimenter 85% de la population. Les 15% de la population restante étaient alimentés par 2 étages pompés. L'âge moyen du réseau au lancement du projet, dans les années 88, était de l'ordre de 55 ans. Quel a été l'élément déclencheur? Les raisons qui nous ont amenés à démarrer ce programme ont été évidemment des raisons d'économie, de traitement et de distribution. Ensuite, de réduire les nombreuses fuites qui endommageaient le sous-sol. Et enfin, il y a eu une démarche citoyenne dans un cadre général de limitation du gaspillage de la ressource. Quelle était alors la valeur du rendement du réseau? Au début du programme, la valeur de rendement de réseau était de l'ordre de 70 à 75%. De quelles données et outils disposiez-vous alors? Il y avait l'élaboration des plans de réseau qui avaient démarré depuis les années 1960, qui a constitué un travail de fourmi et qui nous permettait d'avoir environ 20 000 planches au 200e, des planches de détail, et environ 200 planches au 2000e, qui permettaient donc de comprendre le fonctionnement du réseau. Il y avait également une base de données abonnés qui était assez satisfaisante. Nous avions également, depuis une dizaine d'années, en 1977, un système de télégestion, donc un SCADA, qui nous permettait de disposer des données de fonctionnement et notamment de la comptabilisation des volumes journaliers, hebdomadaires, mensuels, annuels, etc. Nous n'avions pas de base de données patrimoniale concernant les installations électromécaniques telles que les usines de production d'eau potable, les stations de pompage, les équipements de réseau. Quel plan d'action avez-vous mis en œuvre? Tout d'abord, l'aspect patrimonial. Dans l'aspect patrimonial, il était indispensable de migrer les plans que j'ai évoqués précédemment, c'est-à-dire les 20 000 planches au 200e et les 200 planches au 2000e, vers un SIG pour rendre ces plans intelligents, c'est-à-dire nourrir une base de données alphanumérique associée au SIG, qui nous permettait donc de décrire précisément les éléments de réseau, les diamètres, les matériaux, l'âge, la profondeur. Deuxièmement, il a fallu créer une base de données technique pour décrire tous les équipements des usines, des stations de pompage, des réservoirs. Sur la base de données abonnée, bien qu'elle soit satisfaisante, nous avons lancé des campagnes par l'intermédiaire de nos releveurs pour améliorer la fiabilité de cette base de données, dont les releveurs, lorsqu'ils allaient sur le terrain, pouvaient vérifier, modifier, compléter tout ce qui était nécessaire à la fiabilisation de la base de données. En parallèle, nous avons lancé d'autres démarches, notamment une démarche de recherche de cohérence entre les consommations et les infos environnementales, entre la base des abonnés d'un côté et la réalité du terrain sur les photos. On pouvait se poser des questions sur la cohérence de consommation. Par exemple, une zone relativement aisée, avec piscine, espace vert, et qui avait une consommation anormalement basse, ça donnait lieu à enquête. Nous faisions également de la recherche de branchements illicites pour détecter éventuellement les bypasses de compteurs et autres. Donc nous utilisions une fibre optique. Nous avons également passé au banc d'essai compteurs un échantillon représentatif du parc compteur pour connaître le vieillissement. Eh bien, nous en a pris car nous sommes rendus que les compteurs de très bonne qualité, mais qui atteignaient l'âge de 15 ans, commençaient à avoir un niveau de sous-comptage important, et le renouvellement de ces compteurs était en grande partie autofinancé par les volumes que l'on récupérait
ensuite. Autre action lancée, ça a été une sectorisation du réseau de distribution avec l'installation de prélocalisateurs de fuite. Nous avons également lancé la création de liens informatiques entre les différentes bases de données pour faciliter les requêtes et faire ressortir plus facilement les anomalies. Quelle était la composition de l'équipe? Théoriquement, c'est une direction technique qui doit mener ce projet, parce que c'est elle qui a à disposition le plus d'outils. Mais en 1988, il n'y avait pas de direction technique dans l'entreprise, et c'était la direction de l'exploitation qui avait pratiquement tous les outils d'une direction technique. Nous avons composé l'équipe du directeur d'exploitation, qui était donc bien sûr le responsable du projet, son adjoint à la fois dans le cadre du travail et dans cette équipe était le responsable de la distribution, celui qui connaissait donc le fonctionnement du réseau, les parties sensibles, qui était à même de faire la sectorisation. Ensuite, il y avait le responsable du SIG, puis le responsable des recherches de fuite et le responsable de l'atelier compteur. Nous avons rajouté à cette équipe un responsable commercial qui était surtout rodé et effectuer toutes les requêtes sur la base de données abonnés, dont l'équipe comptait 6 personnes. Quelle est la valeur du rendement du réseau à ce jour? Le rendement, qui était déjà beaucoup plus affiné, qui présentait beaucoup moins d'incertitudes, était de l'ordre de 86 à 88%. L'enjeu économique pour améliorer ce rendement n'était pas satisfaisant. Il était inutile d'en demander plus, ça aurait été beaucoup trop cher pour gagner quelques pourcents de réseau. Que pensez-vous être la plus grande difficulté pour mener un projet de réduction des ENF? Faire travailler ensemble des personnes qui n'en ont pas l'habitude. De plus, il faut travailler transversalement dans l'entreprise, ce qui réveille des querelles, des rivalités, des querelles de chefs. Donc c'est assez délicat. Là, nous avions relativement de la chance parce que la plupart des responsables dépendaient hiérarchiquement dans la vie quotidienne du chef de l'exploitation. L'autre difficulté, c'est comprendre que l'on s'engage dans un changement radical de politique, dans un travail de fourmi qui ne cessera jamais, sous peine de revenir rapidement en arrière. Nous avons eu des expériences dans quelques secteurs où s'abstenir de maintenir un effort pour améliorer les choses se traduisent très rapidement par des régressions qui se mesurent vite en 3-4% de perte de rendement. Le pire, c'est les changements dans une société qui sont dus aux changements politiques du pays ou de la région. Chaque fois qu'il y a un renouvellement politique, très souvent, les responsables sont changés et la première chose qu'ils font, c'est défaire ce qu'a fait le prédécesseur. À votre sens, comment contourner cette difficulté? Il est indispensable d'inscrire le projet dans un véritable projet d'entreprise, c'est-à-dire un projet soutenu par la direction générale qui doit faciliter le travail transversal des équipes au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il est souvent préférable que ce soit le directeur technique qui soit le responsable de ce projet. Enfin, puisque les progrès de la démarche sont mesurables, malgré qu'il s'agisse d'un travail de fourmi, il faut pouvoir fixer des objectifs aux différents intervenants et surtout pouvoir les récompenser en fonction de l'atteinte de ces objectifs. Et ça, effectivement, ce n'est pas toujours facile, notamment lorsqu'on travaille dans des services publics.